Bienvenue à toutes et à tous, Université des Achats, nouvelle édition avec tous ces ateliers qui, je l'espère depuis le début, vous apportent de nouvelles informations et vous font part de témoignages de terrain, parce que c'est un peu ça aussi, hein, c'est avoir la tête dans les étoiles, mais souvent aussi les pieds sur terre. On essaie d'illustrer chaque fois avec des participants qui ont un regard complémentaire, quelquefois théorique et d'autres fois de terrain, et c'est ça qui fait la richesse de ces ateliers. Nous sommes réunis pour évoquer le lien qui doit et qui unit l'éco-conception et la relation fournisseur. Et donc, on vous propose un regard croisé, client, fournisseur, et un regard académique aussi. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous présenter nos amis qui sont autour de moi dans ce plateau que vous connaissez bien. Il y a d'abord Bertrand Bocon-Gibaude. Il est directeur fusion-acquisition chez Albéa. Bonjour. Bonjour. Alors, Albéa, c'est le leader du packaging cosmétique en France. En France et à l'international. Et à l'international, tiens, on va se priver de dire... Alors oui, c'est une belle ETI française, 35 usines dans le monde, et parallèlement, puisque vous avez beaucoup de temps, vous intervenez à Centrale et à Supélec, ce qui fait que vous allez nous donner ce regard un peu académique qu'on appelle de nos voeux. Jean-Pierre Pelé est directeur de Argon & Co. C'est ça. Voilà, c'est un cabinet de conseil bien connu sur la place, 300 personnes dans le monde, 200 à Paris, et vous en êtes donc le directeur, je l'ai dit. Et puis Luc Nicody, qui est à côté de moi, directeur achat de Sabena Technics, dont le siège est à Orly, et pour cause, votre métier, c'est la maintenance aéronautique et la modification des avions. 3000 personnes en France ou à l'international ? Alors, majoritairement en France, mais aussi à l'international. Et quelque chose comme 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais je crois que ça risque d'augmenter. Il y aura des annonces dans peu de temps. Oui. Dans peu de temps. Alors, et vous êtes aussi le président du Conseil national des achats d'Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Donc, respect et merci d'être avec nous aujourd'hui à tous les trois. Alors, cette thématique de l'éco-conception, moi, vous savez, je suis comme vous, je suis enseignant à l'université d'Aix-Marseille, mais pas dans vos matières, et j'aime bien qu'on fasse les choses de façon organisée. Et je vous propose d'abord de nous donner votre définition de l'éco-conception, parce que ça fait partie de ces mots, vous savez, qui méritent d'être redéfinis. On vous dit éco-conception, vous pensez à quoi ? C'est intégré dans la conception des produits, tout le cycle de vie de ce produit. Votre définition ? Pour moi, il s'agit de repenser la conception d'un produit pour réduire son empreinte carbone. Ah oui, vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose, et vu de Alors, votre... Moi, je pense que c'est fondamentalement remettre en cause les produits et les services, tout en réconciliant l'économie, la performance économique et la durabilité des produits sur le marché. Voilà. Ça valait le coup de préciser quand même cette chose. Bon, alors on va approfondir petit à petit. Exceptionnellement, avant le chiffre du jour, on va se poser une question, et je vais vous poser une question que vous avez souhaité que je vous pose. Pourquoi la responsabilité sociale des entreprises, c'est un must aujourd'hui, c'est quelque chose qui est essentiel. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est un must parce que ça devient une préoccupation majeure de tous les acteurs de la vie économique, que ce soit les actionnaires, les entreprises, les clients. Et d'ailleurs, il y a une déclinaison faite par l'ONU sur les 17 objectifs de développement durable, qui sont pas des obligations encore, mais qui tentent quand même à le devenir en termes d'éléments de roadmap et de feuilles de route pour les entreprises. Et ce que l'on voit dans nos métiers, c'est beaucoup de clients qui jusque-là s'intéressaient très peu à ces problématiques-là, en tout cas le faisaient de manière un peu lapidaire, on va dire, et homéopathique, commencent à vraiment structurer leur stratégie autour de ces questions-là. Donc ils choisissent des objectifs de développement durable, ils développent des plans d'action et ils mettent ça en route. Et ça, on le voit dans tous les secteurs, que ce soit dans le luxe qui a commencé il y a quelques années, aujourd'hui dans l'industrie, dans le BTP, on voit des choses assez formidables qui sont faites là-dessus, dans les filières intégrées entre les distributeurs, les industriels, les artisans, etc., qui contribuent à cet impact au final. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est la réconciliation faite du monde économique et du monde du développement durable qui doivent fonctionner ensemble pour atteindre ces objectifs. J'ai pas bien compris, les 17 objectifs fixés par l'ONU, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Quelle est la philosophie? Je ne vais pas vous demander de les citer tous les 17, mais quelle est la philosophie? La philosophie, c'est de mettre en place un certain nombre de principes qui sont les schémas de pensée qui guident toutes les actions d'une entreprise. Ça va de l'éthique aux aspects sociaux, aux aspects environnementaux en termes d'innovation, de durabilité, de traitement des déchets, de respect de l'environnement, du respect des affaires, des égalités entre hommes et femmes, typiquement. Voilà, il y en a 17 comme ça, très variés, et qui sont des guidelines pour permettre aux gens de fixer des feuilles de route et qui sont un langage universel, finalement. Parce que quand on parle de ces dizaines d'objectifs, qu'on soit en France, en Chine ou au Japon ou au Brésil, c'est pareil, on a le même langage. Même si on a une maturité tout à fait différente selon les pays, on est bien d'accord. Alors, il y a eu les militants, il y a eu les pionniers, il y a eu ceux qui se contentaient de mettre un petit peu de verre par-ci par-là pour avoir la conscience tranquille ou pour faire croire que. Aujourd'hui, on a dépassé tout ça. On est tous dans le même bateau, c'est intégré. On est tous dans le même bateau, c'est intégré. Tous les acteurs sont passés de feuilles de route à des politiques RSE complètement engagées, que ce soit en interne, que ce soit avec leurs fournisseurs. Et il s'agit tous de faire bouger les choses pour mettre en place des solutions qui ont un impact positif pour la planète. Dans votre secteur, pardon de vous montrer du doigt, mais l'aéronautique aujourd'hui a plutôt mauvaise réputation dans ce domaine de l'environnement notamment. Alors c'est vrai qu'on est très montré du doigt, et alors à juste ou pas juste titre. Par contre, la RSE devient quelque chose de très sensible, pas que sur l'aspect environnemental. Il y a le sujet éthique et export control qui devient un sujet prépondérant. L'image des sociétés devient quelque chose de majeur, et donc on se doit de faire quelque chose et de concret sur l'aspect RSE. Alors, on a des actionnaires, nous, qui nous challenge beaucoup sur le sujet, et à la fois sur les aspects éthiques et sur les aspects environnementaux. Donc, pour nous, c'est un axe majeur que l'on doit développer. On va passer au chiffre du jour, si vous le voulez bien. Hein ? Allez, on y va. Alors, il n'y en a pas un, il va y en avoir deux. Alors, le premier, il va s'afficher, c'est 28%. Alors, expliquez-nous le choix. Qu'est-ce que c'est 28%? Le plastique est un matériau léger et performant. Il est présent dans plein d'applications quotidiennes, notamment l'emballage. L'enjeu prioritaire, c'est qu'aujourd'hui, seulement 28% des emballages plastiques sont recyclés. C'est bien trop peu, c'est inférieur à d'autres matériaux. Et notre engagement, en tant que fabricant d'emballages plastiques, avec nos clients et avec les acteurs, c'est de développer des solutions recyclables et de les mettre en œuvre pour augmenter de manière significative ce produit. Pourquoi d'ailleurs si peu de plastique recyclable? Alors, il y a d'abord le fait que certains matériaux sont plus facilement recyclables que d'autres. Par exemple, les flacons en polyéthylène sont quelque chose que vous mettez dans votre bac jaune, et le polyéthylène peut être recyclé assez facilement. D'autres produits en plastique intègrent soit différentes résines qui génèrent une complexité et une difficulté dans leur recyclage. D'autre part, vous avez par exemple des téléphones où le plastique, vous avez des composants qui sont collés dessus et des opérations de séparation qui sont impossibles, ce qui fait que vous avez beaucoup de produits qui aujourd'hui sont malheureusement enfouis ou incinérés. D'accord, on voit bien l'enjeu donc. Deuxième chiffre que vous avez choisi dans cet atelier, il va s'afficher lui aussi, c'est le chiffre 1. Alors 1, c'est 1%, moins de 1% de tout ce qui est fibre carbone qui est recyclé dans l'aéronautique. Enfin, pas que dans l'aéronautique d'ailleurs. Les méthodes de recyclage, finalement, c'est quoi? C'est l'incinération ou l'enfouissement. Donc, c'est pas terrible. Et donc, en fait, on a affaire à une contradiction où finalement, pour satisfaire des objectifs RSE, on dit il faut alléger l'ensemble des produits pour dépenser moins de fuel et de carbone. Mais la conséquence, c'est que du coup, on a des produits qui sont de moins en moins recyclables. Ah, c'est compliqué, là. Alors, l'équation devient terrible. D'où l'éco-conception, et puis regarder l'ensemble des paramètres, et puis faire des choix qui sont parfois un peu cornéliens, quoi. Vous n'avez pas de chiffres, vous êtes venu sans chiffres. Ben non, à part les objectifs de développement durable de l'ONU, 17, c'est déjà beau. C'est déjà pas mal. Alors, on passe à la question suivante.
elle est simple, elle est claire, mais vous allez voir que les réponses nécessitent un petit peu plus de temps que le libellé de la question. Pourquoi faire de l'éco-conception? Alors, si on prend le cas d'Albéa, donc leader au hasard du packaging cosmétique, on transforme du plastique pour faire des mascaras, des rouges à lèvres, des tubes. Quand on fait l'analyse du bilan carbone de notre activité économique, on voit que 80% de ce bilan se situe dans ce qu'on appelle le scope 3, c'est la partie amont, donc la production des matières plastiques, ou la partie aval, qui est la fin de vie des produits. Et donc l'enjeu prioritaire, c'est le choix des matériaux, de repenser la conception pour arriver à réduire de manière significative cet élément et donc contribuer aux efforts de la planète. Tout le monde le dit, c'est si on veut avoir des effets de levier importants, c'est sur le scope 3 qu'il faut agir. On est bien d'accord, c'est ça? En ce qui nous concerne, un bilan carbone va dépendre de chaque société. Mais en ce qui nous concerne, l'élément le plus fort, il est sur le scope 3. Vous avez un commentaire sur ça? Oui, moi je pense que c'est un enjeu fort pour les sociétés pour se transformer aussi. Ça invite à repenser les business models parce que faire de la durabilité un enjeu stratégique, c'est aussi repenser les modalités des opérations. Et on voit que c'est des choses qui évoluent aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, on raisonnait autour d'un triptyque qui était les coûts d'un côté, le niveau de service de l'autre, et le troisième étant plutôt les stocks qui permettent de faire l'intermédiaire, tout ça. Donc c'est un équilibre entre ces éléments-là. Et on voit un quatrième élément arriver aujourd'hui qui est la durabilité. Et la durabilité, c'est quelque chose qui peut être contradictoire aux trois autres. Donc le changement de modèle invite donc les directions générales dans les entreprises à repenser fondamentalement leur stratégie, à remobiliser aussi, à transformer leurs organisations, leurs processus, leurs schémas et leur culture. Voilà. Pourquoi faire de l'éco-conception? Peut-être aussi parce que il y a une attente sociale, il y a une attente de l'utilisateur final. C'est ça aussi ou pas? Il y a une attente du citoyen avant tout. Ce qu'on voit, c'est que le citoyen, il est conscient des enjeux et il a envie que ça bouge. Il y a encore parfois un gap entre ce que le citoyen veut et ce que la même personne, d'un point de vue consommateur, est prêt à faire. Ah oui. Vous alliez répondre. Oui, en fait, nous, on constate qu'on a des attentes qui sont plus réglementaires et donc on fait face à finalement l'aéronautique est très cadré. Hein, on a à la fois une réglementation, donc la réglementation aéronautique avec les ASA. Et puis derrière un cadre qui est européen où on a par exemple des contraintes REACH pour l'environnement et tout ça fait que alors certes on agit de façon proactive sur la partie éco-conception, mais on doit aussi suivre l'ensemble de ces réglementations et donc ça amène quelque chose, une complexité et des objectifs qui finalement nous contraignent et doivent nous contraignent aussi dans nos choix industriels. Donc jusque-là, on a dit pourquoi faire de l'éco-conception? Un, parce que c'est là que le levier va être le plus important pour agir. Deux, parce que ça va nous obliger à revoir un peu nos organisations. Trois, parce qu'il y a une réglementation importante. Et quatre, parce qu'il y a une attente de la société qui est évidente. On aurait pu parler aussi parce qu'il y a un risque économique de ne pas s'y lancer, parce qu'il y a un risque d'image aussi, si je suis pointé du doigt comme le mauvais élève. On est bien d'accord aussi. C'est le point que j'avais cité précédemment. Hein, on en est là aujourd'hui. Donc ça, c'était la première question. Voilà les raisons pour lesquelles il faut se lancer dans l'éco-conception. Deuxième question, comment s'engager? Une fois qu'on a dit, bon, il faut y aller, mais comment s'engager dans l'éco-conception? Alors, allez-y. Alors, un des enjeux fondamentaux, c'est de passer d'une économie qui est linéaire, où, dans notre cas, j'extrais du plastique à partir de pétrole, je le transforme, je fais un produit pas toujours recyclable, qui va être enfoui et incinéré, à un schéma où j'utilise une conception qui me permet de faire un produit adapté aux besoins des consommateurs, qui va être ensuite recyclable et dont les matières qui ont servi vont pouvoir être réutilisées dans la chaîne. Et pour faire ça, il faut vraiment repenser la manière dont on fait les produits. Chez Albéa, on a développé une approche sur 5 éléments. D'abord, la première chose qu'on fait, c'est chercher à réduire, faire des matériaux plus fins, donc plus légers, moins consommateurs. C'est la première chose à faire.
Deuxième point, ce qu'on appelle le reuse, c'est le fait de concevoir des produits qui soient réutilisables. Et c'est souvent des nouveaux modes d'utilisation et donc un peu un défi vis-à-vis du consommateur pour passer à l'acte. Le troisième point, c'est de développer des produits qui soient recyclables. Et là, il s'agit bien souvent d'utiliser des nouvelles matières, une seule matière qui est une filière recyclable, avec le process qui va derrière. Le quatrième point, ça va être d'intégrer des solutions de matériaux recyclés, le Post-Consumer Recycle, le PCR. Là aussi, bien souvent, il faut adapter les procédés et souvent être prêt à avoir quelques, je dirais, adaptations esthétiques. Là, vous dites les produits qui vont participer à la fabrication même. Exactement. Prendre une résine qui a été recyclée et qu'on va réutiliser. Et parfois, ça peut avoir un impact sur la couleur. Le blanc va pas être tout à fait blanc, il va être un peu gris. Voilà, et que le consommateur soit prêt à l'accepter. Et enfin, quand on peut pas se passer de ce qu'on appelle la résine vierge, qui n'a jamais servi, à ce moment-là, privilégier ce qui est d'origine végétale. Donc, réduire, réutiliser, recycler, choisir des solutions de matériaux PCR. Recyclés. Et puis, le dernier point. Du matériau d'origine végétale. Du matériau d'origine végétale. Est-ce que vous avez, au-delà de cet exemple très précieux qui vient de nous être livré, d'autres réflexions? Oui, mais il y en a une que je vis actuellement avec un client qui a un grand labo de pharma bien connu sur un produit qu'on connaît tous, qu'on a déjà utilisé. Je ne peux pas le citer ici, mais c'est un produit très courant qu'on trouve à la fois en pharmacie et aussi dans les hôpitaux, etc. C'est un produit leader du marché. Et là, se pose la question aujourd'hui de se dire, mais ce produit, il commence à être concurrencé, à être un peu vieux, perçu différemment par les différents utilisateurs, et se pose la question de comment réadapter la gamme, le réinventer, etc. Et l'angle sustainability, enfin développement durable, devient un axe de réflexion. Donc l'éco-design est vraiment la solution, en tout cas la méthodologie qui va permettre de repenser à la fois le produit dans son architecture, son concept, sa formulation, ses produits, ses emballages, etc., mais également les usages, comment on l'utilise, comment les praticiens le mettent en œuvre, comment on invente peut-être de nouveaux moyens d'application, etc. Et quelle offre de service on offre autour de tout ça. C'est-à-dire que là, la motivation, c'est on est dans un cycle de vie du produit où le produit s'essouffle un petit peu. C'est ça. Et là, on a une opportunité à travers cette lame de fond de l'éco-conception de revenir... De revenir et de repenser le produit, de le redynamiser à travers de nouvelles approches. Ça peut être à la fois des nouveaux matériaux, des nouveaux formats, des nouveaux usages auxquels on n'a pas forcément... Rassurez-nous, c'est pas que du marketing quand même. Non, c'est très tangible parce qu'on est vraiment sur des réemplois de solutions ou des inventions de solutions qui deviennent des arguments pour le coup marketing, mais qui font valoir l'aspect durable du produit. Parce que justement, on prend soin de ces enjeux-là. Luc, vous voulez ajouter quelque chose? Alors oui, chez Sabena Technics, on a deux grandes activités. Une première qui est l'intégration de nouveaux équipements dans les avions. Alors dans ces intégrations, généralement, donc on fait l'interface entre les équipements qui sont réalisés par des équipementiers. Pour lequel on va pas gérer, enfin on peut donner des spécifications environnementales, mais bon en général on n'est pas concepteur. Par contre on va concevoir l'interface entre l'équipement et puis l'avion. Donc là dans ce cadre-là, effectivement, donc on intègre les aspects éco-conception. Bon, c'est relativement facile parce qu'on reste quand même sur des sujets la plupart du temps métalliques, donc on n'a pas trop de problématiques, on va dire, sur les matériaux. Par contre, ce qu'on apporte, c'est toute un volet RSE où on va choisir nos fournisseurs. Alors il y a l'aspect proximité, de prendre des fournisseurs qui sont proches. On va regarder aussi d'avoir un circuit local et donc faire en sorte que on intègre de façon, je dirais, assez forte l'aspect RSE, et donc dans nos choix aussi économiques, on a un volet RSE et parfois à prix quasi équivalent, on va plutôt prendre celui qui est plus qui apporte plus sur ces aspects-là. Parfait. Et c'est la question suivante, quelle est la bonne approche pour mener cette transformation-là, à laquelle on fait référence depuis le début? Alors, allons-y. Alors, il s'agit d'abord commencer par faire une feuille de route qui
qui permet d'aligner, je dirais, de développer une vision commune entre le client et le fournisseur. Une fois qu'on a cette vision commune, et par exemple qu'on développe avec nos grands comptes, on peut identifier des axes de collaboration et dans la mesure du possible, des projets de co-développement qui permettent d'investir ensemble, de donner une visibilité sur des quantités qui seront nécessaires pour arriver à justifier des investissements qui se feront. Alors, attendez, juste sur le premier point, vous parlez d'une feuille de route avec les fournisseurs. Ça peut donner quoi concrètement, ça ? Concrètement, à partir d'un client, du moment où un client dit « mes enjeux en termes d'éco-conception, ça va être de travailler sur le produit A ou sur le produit B, et j'ai envie d'étudier tel scénario », on peut identifier est-ce qu'on est un acteur capable de se positionner là-dessus. Par exemple, quand L'Oréal nous a approchés en disant « j'ai envie de réfléchir à un tube qui soit fait non pas en plastique, mais le plus possible avec du papier », eh ben Albéa s'est positionné et a dit « bingo ». Et on s'est lancé avec eux dans un co-développement qui a abouti à un lancement. Donc la feuille de route était tracée. Exactement. Je vous ai interrompu dans votre déroulé, donc la feuille de route est tracée et l'acte suivant, c'est... Et l'acte suivant, c'est d'identifier des axes de collaboration et dans la mesure du possible, d'arriver à leur donner un corps en termes de scope, quantité, enjeux économiques qui permettent d'investir les ressources qui vont faire qu'on va le mener à bien. Ça vous va comme méthode ? Ah, c'est indispensable, hein. Moi, je recommande toujours de commencer par quelle vision on se donne et quels objectifs on se donne de manière conjointe. Alors, la difficulté, souvent, c'est comment on définit ces objectifs a priori. Parce que autant on sait définir les objectifs de coût, c'est facile, on le mesure tous les jours dans les PNL, etc. Autant un objectif de dire comment je dois réduire mon CO2, on n'a pas de CO2, là, c'est un peu plus touchy parce que on a souvent du mal à le mesurer. Donc, souvent, dans la démarche, on commence par à modéliser, en fait, ces impacts-là, à comprendre toute la chaîne de valeur, depuis le fournisseur du fournisseur du fournisseur jusqu'au client, à modéliser l'ensemble de la chaîne de valeur pour comprendre où sont les impacts de CO2. Donc, par exemple, sur le Cachemire, on comprend que l'impact CO2 du transport, il n'est pas si important que ça. Ce qui coûte cher, c'est la production de la chèvre, qui fait la laine, parce que ça consomme beaucoup d'eau et de ressources naturelles, et ce qui cause une désertification majeure dans les pays qui sont producteurs de ces produits-là. Donc, si vous comprenez pas ça, vous savez pas agir sur les bons leviers, du coup. Donc, modéliser, c'est aussi être capable de se donner les moyens d'objectiver une feuille de route à travers des plans d'action qui sont co-construits, à travers des activités qui sont menées de façon pluridisciplinaire, en associant à la fois les producteurs, dans l'industrie, c'est la maintenance, les exploitants, les gens du marketing, et tout ce monde-là doit agir ensemble dans le même sens par rapport à cet objectif. Sinon c'est perdu d'avance. Sinon, on ne sait pas de quoi on parle, tout simplement. Dis donc, c'est très chic comme atelier. On va chez L'Oréal, après on se fait un petit truc, un pull en cachemire, et on prend l'avion juste après. Oui, alors là maintenant c'est un peu moins propre. On se salit un peu. Mais par contre, on a effectivement, on doit se fixer une vision vers où on va. Et notamment, pour reprendre le sujet qui avait été abordé par Bertrand, on sait que, par exemple, sur les chromates, il va falloir qu'on change. Donc, tous nos procédés spéciaux, nos traitements de surface sont sur des bases chromates. On sait qu'il va falloir changer, et rapidement. Et là, on se pose les questions, mais est-ce qu'on va le faire en interne? Est-ce qu'on est sur du make ou est-ce qu'on va être sur du buy? Et comment on va le faire? Et donc, on est en train d'étudier toute cette transformation. Et donc, oui, il faut avoir une vision parce que ça demande des investissements et ça demande aussi des partenariats parce que si on le fait en externe, il faut des partenariats avec des bons acteurs. Il faut aussi arriver à embarquer à peu près tous les acteurs dans l'entreprise parce que là c'est un choc de culture à tous les étages. Le marketeur, il va peut-être un peu râler. C'est assez étonnant en fait. Parce que au début, les gens peuvent y aller avec une certaine réticence en disant on l'a déjà inventé, on l'a déjà fait, on va pas y arriver, c'est trop dur, on l'a déjà essayé. Enfin, il y a toujours plein d'arguments pour pas le faire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut factualiser les choses, il faut objectiver les grandeurs, les ordres de grandeur, où sont les enjeux, etc. Ça remet l'église au milieu du village d'une manière très factuelle et concrète. Donc on peut discuter sur cette base-là, et ça c'est pas opposable. Après, la dynamique qui se met en place dans les groupes fait qu'on n'est pas là pour on est là pour repenser quelque chose et pas pour détruire un truc qui a été fait avant. C'était avant. On pense le futur. Donc on réagit sur des enjeux qui sont communs pour repenser les produits. Un exemple chez l'industriel dont je parlais tout à l'heure de l'industrie du BTP, l'enjeu c'était de réduire les coûts.
Et puis en avançant avec lui sur la question de la réduction des coûts, on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait des moyens assez importants de réduire l'impact environnemental qui était valorisé parce qu'il était audité par ses clients distributeurs qui commençaient à lui mettre une pression colossale. On va dire, si tu veux être référencé chez moi, il va falloir que tu me démontres que tu as des plans d'action engageant et ambitieux sur ces volumes-là. Et il était un peu sec là-dessus. Et en fait, on a montré qu'on pouvait réconcilier les deux, parce que comme tu le disais, Bertrand, on réduit les masses matières mises en jeu, donc ça réduit les consommations d'énergie, on simplifie les packaging finaux en supprimant des activités, simplifiant des process de production, qui fait qu'on agit sur la réduction de matière, réduction de coûts d'emploi d'énergie et d'électricité, et ça, c'est un impact positif sur le carbone, et ça, c'est valorisable. Et ça, c'est parce que le marketing l'a compris, qu'il a dit, mais je peux en faire un argument, du coup. Je peux me repositionner différemment chez mon client et lui proposer peut-être d'autres actions conjointes sur des notions de recyclabilité, parce qu'on peut aller sur des offres un peu plus nouvelles, qui sont innovantes. Ça, ce sont deux exemples que vous avez donnés qui semblent économiquement tout à fait viables. J'imagine que ça n'est pas toujours le cas. Cette éco-conception, elle est parfois très contraignante. Et quand on fait la balance, alors vous n'avez pas la science de tous les secteurs évidemment, mais est-ce que ça n'a pas un coût très élevé de s'engager dans ces démarches-là, même si on sait qu'il faut y aller, mais est-ce que ça n'a pas un coût? C'est un coût au départ pour mobiliser les ressources et pour le faire. Donc il y a un ticket d'entrée, mobiliser un groupe de travail pendant quelques mois, éventuellement d'autres acteurs, des fournisseurs, etc. Il faut être prêt à le faire, ça prend du temps, de l'énergie, c'est un coût ça. C'est un coût aussi d'investissement, parce que probablement que les actions induites vont nécessiter la mise en œuvre de moyens, de tests, de validation qui vont être nécessaires pour valider la solution qu'on veut faire. Donc ça, il faut l'intégrer dans l'équation. Mais si on intègre pas la dimension économique au même niveau que la dimension environnementale, les deux sur le même plan, on n'est jamais capable de faire les trade-offs. Et finalement, ce qui est très important, c'est qu'à la fin, la décision soit prise à un niveau de direction générale pour justement rendre ces arbitrages et savoir de quel côté on fait pencher le truc. Et des fois, on va choisir le coût, parce que voilà, c'est impératif du marché. Dans le contexte, c'est comme ça qu'il faut faire. Dans d'autres cas, on va choisir l'autre impact. Et au final, on gagne sur les deux tableaux. L'exemple que je citais là, à l'instant là, sur le BTP, c'est ce qui s'est passé. On a travaillé pour un grand énergéticien sur des systèmes complexes pour le traitement de gaz, etc. Ça a été le débat. Et on a choisi des cas où on a dit, là, on fait l'impasse sur le développement durable, très bien, on perd un peu en carbone, mais bon, voilà. Mais par contre, en coût, on a un gros impact. De l'autre côté, on va gagner beaucoup en carbone, et c'est peut-être un peu moins bien sur le coût, on aurait pu faire mieux, mais on accepte de faire moins. Et au final, on a gagné sur les deux tableaux, et pas des petits montants, hein. On parle de 15-20% à chaque fois d'enjeu. Donc c'est des sommes colossales. Dans le secteur aéronautique, l'équation est différente. Là, on sait que ça va coûter cher. Oui, alors c'est vrai qu'au niveau d'un avionneur ou d'un équipementier comme Safran sur les moteurs, l'investissement est énorme. Après, si on descend dans la chaîne sur les aspects maintenance, si je reprends l'exemple du carbone, nous, on est obligé d'investir aussi pour pouvoir travailler le carbone. On ne travaille pas le métal comme on travaille le carbone. Mais de toute façon, quand on est, quand toute la filière est lancée dans ces sujets-là, il n'y a pas un acteur qui ne peut pas le faire. Ils sont tous liés, on est tous obligés de rentrer dedans. Après, pour reprendre le thème de l'argument de la différenciation, ces sujets RSE sont clairement différenciants. Encore aujourd'hui ? Quand on répond à un appel d'offres, et même gérer des instances qu'on pourrait croire un peu plus je dirais, traditionnelles, quand on répond à l'armée pour pouvoir donc faire de la maintenance aéronautique, au niveau régional, quand ils regardent que finalement on a pris en compte ces aspects-là et que l'empreinte carbone de notre offre est nettement réduite, c'est un sujet qui prennent directement en compte et qui est vraiment différenciant. Est-ce que la différence aujourd'hui par rapport à avant-hier matin, c'est pas que autrefois c'était différenciant, aujourd'hui ça pourrait être excluant? C'est-à-dire que si on ne remplit pas ces conditions, on n'est pas choisi. Alors qu'autrefois, c'était... Dans certaines industries. Tout à fait. Est-ce que c'est pas ça la différence? On a un certain nombre de nos clients qui affichent clairement le fait qu'on était sur un nice to have et que maintenant on est sur une license to operate. Et si on n'a pas ça, on ne sera pas qualifié. Auparavant, c'était juste une évaluation dans la scorecard annuelle et maintenant, dans chaque appel d'offres, il faut venir avec un bénéfice pour pouvoir être attribué.
Et il y a même, dans une approche coût total, un certain nombre d'acteurs qui réfléchissent à comment mettre 1 euro derrière le gramme de carbone économisé pour pouvoir faire bouger les lignes. Et ça permet, c'est intéressant parce que ça permet de sortir du tactique, je veux plus responsable, moins cher. Ouais. Alors évidemment, on va se poser la question qui intéresse nos amis qui sont derrière leur écran, c'est qu'est-ce que ça va changer pour les achats? Qu'est-ce que ça change concrètement pour les achats? Ça change fondamentalement le métier d'acheteur de demain, parce que jusqu'à aujourd'hui, les acheteurs, depuis 30 ans que je suis dans ce métier-là, j'ai toujours vu l'acheteur obnubilé sur ses savings, sur ses réduire les coûts. Alors on a essayé d'améliorer les choses quand même, en disant on veut chercher des partenariats, construire des meilleures relations. Très bien, ça a été travaillé aussi, mais plus ou moins satisfaisant d'ailleurs selon certains secteurs, mais peu importe. Là, la donne change, parce que l'économie, c'est un sujet, mais le durable en est un autre. Donc on ne peut plus considérer simplement la recherche de gains économiques comme seul facteur de performance de l'acheteur. Donc sachant ça veut dire qu'il faut trouver d'autres leviers et d'autres moyens de rebond et d'évaluation de cette performance-là. Donc le métier de l'acheteur co-skilling, il était bien mal en point. Là, alors vous me direz qu'en ce moment avec la crise, là il revient. Mais on peut espérer que c'est que conjoncturel, mais néanmoins, ça n'empêche pas qu'il faut travailler sur le fond et préparer l'avenir, parce que de toute façon, comme je disais, c'est un must. Donc le métier de l'acheteur, c'est aussi être capable de transformer les organisations, faire que les gens, les filières s'assemblent, se créent, se mettent ensemble pour travailler et optimiser ces affaires-là. Dans tous les exemples que je vous ai cités jusqu'à présent, à chaque fois, les acheteurs étaient au centre, parce qu'il fallait les fournisseurs, il fallait les clients, il fallait les industriels, et tout ce monde-là, cet écosystème, il gravite autour de la dimension achat. Et l'acheteur est un organisateur de cet écosystème et devient central dans le mode de fonctionnement, pluridisciplinaire, en équipe, sur les territoires internationaux. C'était un couteau suisse, ça devient un chef d'orchestre. C'est exactement ça. Tout à fait. Dans les faits, comment ça se passe alors là, dans les achats? Alors, qu'est-ce qui est transformé? Alors, ce qui est transformé, on a dit, c'est la sélection et le mode de relation avec les fournisseurs. Mais ça nécessite aussi d'avoir une nouvelle culture, une culture RSE et comment on pilote l'éco-conception. Donc clairement, il va falloir former les acheteurs. Ça, c'est une évidence. Oui. Pour moi, il y a un rôle clé dans l'animation du processus. C'est-à-dire, d'abord, il y a cette roadmap. L'acheteur, il a un rôle clé pour la roadmap client-fournisseur. Ensuite, un rôle clé pour identifier les axes de collaboration. C'est à lui de pousser en interne quels sont les points où ça va converger. Et là, il faut arriver à faire bouger les lignes dans cette approche totale dont tu parlais tout à l'heure. Et enfin, ce qui est important à prendre en compte, c'est que quand on passe du linéaire au circulaire, on repense la chaîne de la valeur. Et il y a des nouvelles étapes, des nouveaux acteurs qui rentrent en jeu. Et il faut appréhender les risques qui sont là. Si on prend un exemple concret, utiliser du plastique recyclé, ça veut dire qu'on utilise du plastique qui, à un moment donné, a été dans un produit qui a été collecté, trié. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, ce tri, cette collecte, peut être réalisé par des populations défavorisées, parfois des enfants, pour qui ça représente une source de revenus significative. Et donc derrière, il faut gérer, je dirais, le risque sociétal qu'il peut y avoir avec cet élément. Ça fait une révolution culturelle pour les acheteurs. Vous disiez formation, accompagnement, compréhension, mais pas que les acheteurs finalement, de tous, mais les acheteurs puisqu'ils sont au cœur de nos préoccupations. C'est violent. Ah oui, c'est violent, oui. Parce que c'est nécessairement impactant vis-à-vis des fournisseurs. Quand vous avez des grandes structures en face de vous en tant que fournisseur, il y a souvent des organisations qui s'en occupent, qui le mettent en place, etc. Quand vous êtes face à des petites structures, une petite boîte de 50 personnes, c'est le patron qui fait tout. Donc engager des démarches comme ça, c'est lourd. Et c'est compliqué, il n'y a pas forcément les moyens non plus pour le faire. Donc il y a une nécessité d'accompagner aussi les filières et d'entraîner ses propres acteurs de la chaîne de valeur sur ce terrain-là. Et de les former, de les embarquer au même titre que les autres. C'est important. Donc, est-ce qu'il y a aussi une responsabilité des acteurs les plus importants dans la diffusion de ces bonnes pratiques, en aidant, en comprenant mieux la problématique des fournisseurs de plus petite taille? Alors, ça on voit bien, on voit bien dans les têtes de filières. Aujourd'hui, vous avez des filières, par exemple, comme l'hydrogène,
qui se développent à mort sur plein de trucs. On voit bien qu'aujourd'hui, on tend à créer des filières avec des champions qui vont embarquer l'ensemble de l'écosystème. Ça a été fait dans le biométhane aussi, dans un autre registre. Donc c'est indispensable d'avoir ça. Et donc dans l'aéronautique, on a le GIFAS qui est la filière qui pilote avec des groupes de travail et qui emmène vraiment tout le monde. Et voilà, sans ces filières, c'est vrai que ça serait beaucoup plus compliqué d'accompagner l'ensemble des petites PME. C'est un vrai jeu collectif. C'est-à-dire que dans le plastique, il faut que non seulement tous les transformateurs bougent ensemble sur le fait de développer des solutions qui soient communes pour développer un effet de masse qui permettent aux recycleurs d'utiliser ce matériau et de le recycler. Et il faut aussi jouer collectif entre le fournisseur de matière, le transformateur, le donneur d'ordre et le recycleur pour que tout le monde soit aligné sur la manière dont la boucle va fonctionner. On a été concret, on a donné des exemples. La leçon des exemples vaut mieux que celle des préceptes. On va terminer par notre séquence en bref. J'adore. En bref, 30 secondes pour dire à nos amis ce qu'ils doivent retenir de nos échanges. On y va. C'est simple pour les acheteurs, c'est penser que la tonne de CO2 économisée, ça vaut tout l'argent du monde des savings qu'on génère. Parce que au final, c'est ce qui fera la compétitivité des filières et que c'est indispensable d'avoir ça en tête et de le prendre en compte dans chaque décision achat qu'on prend. Luc. En bref, c'est à la fois un élément différenciant et c'était un élément forcément à prendre en compte si on veut quelque part sauver notre planète. Le bon sens. Et pour vous ? Moi, j'ai pu constater que les étudiants de Centrale Supélec, que je forme aux enjeux de RSE et supply chain, ont à cœur d'agir pour la planète. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que cette génération cherche à ce que ses actes soient alignés avec ses convictions. Et donc, ça veut dire qu'à la fois, en tant que citoyen, consommateur et acteur, ils cherchent à être cohérents. Et donc, c'est un vrai défi pour les entreprises que nous sommes d'arriver à attirer et retenir ces talents. Mais une fois qu'ils sont à l'intérieur, je pense que c'est un levier absolument fabuleux, cet alignement, pour aller plus vite par rapport aux défis qu'on a évoqués ensemble. Merci à tous les trois pour toutes ces explications. L'éco-conception et leur relation aux fournisseurs, comment ça va transformer les achats. On aurait pu en parler des heures, on en a parlé une quarantaine de minutes et c'est très bien ainsi. Vous pourrez revoir cet atelier dans les replays qui vous seront proposés un tout petit peu plus tard après les universités et vous pouvez converser avec nos amis si vous le souhaitez en appuyant sur le lien qui va vous être proposé. Que la journée vous soit douce.